l'ancienne affinité contemplateur-contemplé est renversée. En considérant l'œuvre d'art comme un simple factum, comportement typique d'aujourd'hui, on brade comme marchandise le moment mimétique incompatible avec toute essence chosale. Le consommateur peut à son gré projeter ses émotions, ses reliquats mimétiques sur ce qui lui est présenté. Jusqu'à l'époque de l'administration totale, le sujet qui regardait, écoutait ou lisait une œuvre devait s'oublier lui-même, se faire indifférent, disparaître en elle. L'idéal de l'identification ainsi réalisée ne consistait pas à rendre l'œuvre semblable à soi-même, mais au contraire à se faire semblable à elle. La sublimation esthétique résidait en cette identification. Hegel appelait généralement une telle attitude de la liberté vis-à-vis de l'objet. Il rendait ainsi sa dignité au sujet qui devient, dans une expérience spirituelle, sujet par son aliénation, au contraire du désir philistin qui exige de l'œuvre d'art qu'elle lui donne quelque chose. Cependant, table rase des projections subjectives, l'œuvre d'art est alors disqualifiée. Les pôles de son Entkunstung sont ceux-ci. D'une part, on en fait le véhicule de la psychologie du spectateur, d'autre part, elle devient chose parmi les choses. Le spectateur remplace ce que les œuvres d'art réifiées ne disent plus par l'écho standardisé de soi-même qu'il perçoit d'elle. L'industrie culturelle met en branle ce mécanisme et l'exploite. Son rôle consiste justement à présenter comme proches des hommes et leur appartenant, ce qui leur fut aliéné et est rendu disponible dans l'hétéronomie de la restitution. Même l'argumentation sociale dirigée directement contre l'industrie culturelle possède des composantes idéologiques. L'art autonome ne fut pas complètement exempt de l'avilissement autoritaire de l'industrie culturelle. Son autonomie est un devenu constitutif de son concept, mais non a priori. Dans les œuvres authentiques, l'autorité, qui devait jadis exercer sur la masse des œuvres culturelles, est devenue une loi formelle immanente. L'idée de liberté, étroitement liée à l'autonomie esthétique, s'est formée au contact de la domination qui l'a généralisée. Il en va de même des œuvres d'art. Au fur et à mesure qu'elles s'émancipèrent des fins extérieures, elles acquirent une définition plus complète et s'organisèrent sur le type de la domination. Mais, du fait que les œuvres d'art ont toujours une de leurs faces tournée vers la société, la domination intériorisée rayonnait également vers l'extérieur. Il est impossible, en ayant conscience de ce contexte, de faire la critique de l'industrie culturelle, muette devant l'art. Mais celui qui, non sans raison, soupçonne en tout art sa non-liberté, est tenté de capituler, de se résigner à la bureaucratie envahissante parce qu'il en a en vérité toujours été ainsi, bien que cependant, sous l'apparence d'un autre, pointait aussi sa possibilité. Le fait qu'au sein du monde, sans image, s'accroisse le besoin d'art, y compris celui des masses, pour la première fois confronté à lui grâce aux moyens techniques de reproduction, suscite plutôt le scepticisme et, en tous les cas, ne suffit pas comme quelque chose d'extérieur à l'art à assurer sa survie. Le caractère complémentaire de ce besoin, reflet de l'enchantement, comme consolation du désenchantement, ravale l'art au niveau d'exemple du mundus vult discipi et le déforme. Ces caractéristiques appartiennent également à l'ontologie de la fausse conscience, en ce que la bourgeoisie qui libère l'esprit autant qu'elle l'assujettit accepte précisément et perfidemment vis-à-vis d'elle-même, ce en quoi elle ne croit pas complètement et dont elle jouit. Dans la mesure où l'art correspond à un besoin social manifeste, il est devenu en majeure partie une entreprise gouvernée par le profit, qui dure tant qu'elle est rentable et par sa perfection aide à passer sur le fait qu'elle est déjà morte. Les genres artistiques et les différentes branches florissantes de l'activité artistique, comme l'opéra traditionnel, sont devenus caduques sans que cela soit visible dans la culture officielle. Cependant, dans leur difficulté à vouloir seulement se rapprocher de leur idéal de perfection, leur insuffisance spirituelle se transforme immédiatement en insuffisance pratique. Leur déclin réel est prévisible. La confiance dans les besoins humains qui, avec l'accroissement des forces de production, amènerait la totalité à une forme supérieure, perd son sens depuis que la fausse société a intégré et aliéné les besoins. Certes, comme il était prévu, les besoins trouvent encore leur satisfaction, mais celle-ci est elle-même fausse et frustre les hommes de leur droit d'homme. Langage de la souffrance. Peut-être convient-il à la manière kantienne de se comporter aujourd'hui envers l'art comme envers un donné qui plaide pour lui assimiler déjà l'art et l'idéologie. En tout cas, la réflexion peut partir de ce que, dans la réalité, quelque chose inspire objectivement à l'art au-delà du voile que
rapetisse le jeu des institutions et des faux besoins. Un art qui témoignerait pour ce que recouvre le voile, tandis que la connaissance discursive accède à la réalité et aussi à ces irrationalités qui elles-mêmes correspondent à la loi de son mouvement. Il y en a en elle quelque chose qui résiste à la connaissance rationnelle. La souffrance est étrangère à celle-ci, elle peut la définir en la subsumant, en faire un moyen d'apaisement, mais elle ne peut guère l'exprimer par son expérience. Cela la qualifierait d'irrationnelle. La souffrance, réduite à son concept, demeure muette et sans conséquence. On peut l'observer dans l'Allemagne post-hitlérienne. À l'époque d'une cruauté inconcevable, seul l'art peut encore peut-être satisfaire cette réflexion hegelienne que Brecht choisit pour devise. La vérité est concrète. La thèse hegelienne de l'art comme science des malheurs s'est confirmée au-delà de tout ce qu'il pouvait imaginer. Ce thème hegelien devenait par là une réaction contre sa propre condamnation de l'art, contre un pessimisme culturel qui donnait du relief à son optimisme théologique, tout juste sécularisé et à l'attente d'une véritable liberté. L'obscurcissement du monde rationaliste, l'irrationalité de l'art, monde radicalement assombri. Ce que les ennemis de l'art nouveau, avec un instinct plus juste que ces apologistes anxieux, appellent sa négativité, est la substance même de ce que la culture établit à refouler. Le refoulement attire. Dans le plaisir du refoulé, l'art reçoit en même temps le malheur, le principe refoulant, au lieu de se contenter de protester en vain. En exprimant le malheur par l'identification, il anticipe sa perte de puissance. C'est cela et non la photographie du malheur ou la fausse béatitude qui circonscrit la position d'un art actuel authentique vis-à-vis de l'objectivité devenue ténèbres. Toute autre attitude se convainc par son caractère douceâtre de sa propre fausseté. Le nouveau point de vue de la philosophie de l'histoire. L'art fantastique et l'art romantique, dont les traits se trouvent dans le maniérisme et le baroque, représentent un non-étant comme étant. Les inventions sont des modifications de la réalité empirique. Les faits résident dans la présentation d'un non empirique comme s'il était empirique. Il est facilité du fait qu'il découle de l'expérience. L'art nouveau, courbé sous son énorme fardeau, a déjà tant de mal à s'accorder avec la réalité qu'il en perd le plaisir de la fiction. Il ne désire même pas reproduire la façade. En s'empêchant d'être contaminé par l'existence pure et simple, il l'exprime encore plus impitoyablement. La puissance de l'œuvre de Kafka réside dans ce sentiment négatif de la réalité. Ce qui lui apparaît fantastique dans l'absurdité, c'est le comment c'est. Par l'époché du monde empirique, l'art nouveau cesse d'être fantastique. Seuls des historiens et de la littérature et de l'art purent ranger Kafka et Meiring, Klee et Kubin dans la même catégorie. Il est vrai que dans ses œuvres les plus remarquables, l'art fantastique se changeait en ce à quoi le modernisme, débarrassé du système référentiel normal, se réduisait tel que les extraits de Pym d'Edgar Poe, America Mood de Kurnberg, jusqu'à 1000 AA de Wedekind. Néanmoins, rien n'est aussi préjudiciable à la connaissance théorique de l'art moderne que sa réduction à des ressemblances avec l'art antérieur. Par le principe de tout a déjà été, sa spécificité s'évanouit. Or, on le nivelle précisément sur le continuum non dialectique et sans faille d'un développement monotone qui le fait éclater. Il est indéniable que la fatalité s'attache à l'impossibilité d'interpréter les phénomènes intellectuels sans quelque transposition du nouveau à l'ancien. Mais c'est là une sorte de trahison. Une réflexion seconde aurait le devoir de rectifier cela et de mettre en évidence la différence dans les rapports de ressemblance des œuvres modernes et anciennes. L'immersion dans la dimension historique devrait permettre de résoudre ce qui jadis resta insoluble. C'est uniquement dans cette perspective qu'il convient de rattacher le présent au passé. En revanche, la position courante de l'histoire de l'esprit aimerait démontrer ce qui est virtuellement nouveau dans le monde. Cependant, depuis le milieu du XIXe siècle, depuis le grand capitalisme, le nouveau occupe une place primordiale en correspondance, il est vrai, avec la question de savoir s'il n'existait pas déjà un art nouveau. Aucune œuvre n'a plus depuis réussi qui ne se soit rebellée contre la notion, aussi fluctuante soit-elle, de modernisme. Ceux qui pensaient échapper à la problématique attestée par le modernisme depuis son apparition, courut d'autant plus vite à sa perte. Même les compositions les plus importantes d'Anton Bruckner, pourtant peu suspect de modernisme, seraient restées sans écho s'il n'avait pas utilisé le matériau le plus progressiste de son époque, à savoir l'harmonie wagnérienne,
qu'ensuite il détourne paradoxalement, il est vrai, de sa fonction. Ces symphonies semblent poser cette question. Comment quelque chose d'ancien peut-il cependant être encore possible comme nouveau? La question témoigne de l'irrésistibilité du modernisme. Le cependant encore est déjà un mensonge dont les conservateurs de son époque purent déjà se moquer malicieusement en la considérant comme une discordance. On constate le caractère irrésistible du nouveau dans le fait qu'on ne peut s'en débarrasser comme on le ferait d'un besoin non artistique de sensation. Quand, avant la Première Guerre mondiale, le critique musical anglais connu pour son conservatisme d'une sensibilité cependant délicate, Ernest Newman, entendit les pièces pour orchestre opus 16 de Schoenberg, il mit en garde ceux qui sous-estimaient ce compositeur en déclarant que sa musique dépassait tout ce qu'on avait entendu jusqu'à présent. La haine perçoit ce moment comme le caractère destructeur du nouveau, avec plus de justesse que ne le font les défenseurs de l'art moderne. Saint-Saëns, à la fin de sa vie, avait déjà l'intuition de ce phénomène lorsque, rejetant l'influence de Debussy, il déclarait qu'il devait bien exister une autre musique que celle-là. Ce qui se dérobe aux transformations du matériau que les innovations importantes entraînent et ce qui y échappe apparaît bientôt comme vidé de substance et pauvre. Newman a certainement remarqué que les sons libérés par Schoenberg dans ses pièces orchestrales ne pouvaient plus être ignorés et que désormais présents, ils avaient des implications dans l'ensemble de la composition qui finissait par mettre à l'écart le langage traditionnel. Cela continue. Il suffit, après une pièce de Beckett, de voir une pièce contemporaine plus modérée pour se rendre compte à quel point le nouveau juge sans jugement. Même l'ultra-réactionnaire Rudolf Borchardt a confirmé qu'un artiste devait disposer de la totalité du registre atteint par son époque. Le caractère abstrait de l'art nouveau est nécessaire. On ne le connaît pas plus que le plus terrible secret du puits d'Edgar Poe. Mais dans l'abstraction du nouveau s'enquiste quelque chose de décisif quant au contenu. Victor Hugo, à la fin de sa vie, l'a justement perçu en disant de Rimbaud qu'il avait offert à la poésie un frisson nouveau. Le frisson est une réaction à l'hermétisme secret qui est fonction de ce moment, de l'indéterminé. Mais il est en même temps le comportement mimétique qui régit comme mimésis à l'abstraction. C'est uniquement dans le nouveau que la mimésis s'unit irréversiblement à la rationalité. La radio elle-même devient mimétique dans le frisson du nouveau, avec une puissance jamais atteinte chez Poe, qui sert vraiment de référence à Baudelaire et à tout le modernisme. Le nouveau est une tâche aveugle, vide comme le ceci-là. La tradition, dans sa perfection, comme toute catégorie historico-philosophique, ne doit pas être comprise comme si, dans des courses de relais sans fin, une génération, un style, un maître passait le art au suivant. Depuis Max Weber et Sombart, les sociologues et les économistes établissent une distinction entre les époques traditionnalistes et les non-traditionnalistes. La tradition, médium du mouvement historique, dépend dans sa nature des structures sociales et économiques et se modifie qualitativement avec elle. La position de l'art contemporain vis-à-vis de la tradition, qu'on lui reproche d'être une perte de tradition, est conditionnée par le changement interne de la tradition elle-même. Dans une société essentiellement non traditionnaliste, la tradition esthétique est a priori suspecte. L'autorité du nouveau est celle de l'inéculabilité historique. Il implique dans cette mesure une critique objective de l'individu, son véhicule. En lui se nouent esthétiquement les liens de l'individu et de la société. L'expérience du modernisme en dit plus, bien que cette notion, aussi qualitative soit-elle, souffre de son abstraction. Il est privatif et est dès le début beaucoup plus négation de ce qui actuellement ne doit plus qu'y exister que slogan positif. Toutefois, il ne nie pas, comme le font toujours les styles, les pratiques artistiques antérieures, mais la tradition en tant que telle. Dans cette mesure, il ne fait que ratifier le principe bourgeois dans l'art. Son abstraction est liée au caractère de marchandise de l'art. C'est pourquoi, lorsque le modernisme s'articule pour la première fois théoriquement chez Baudelaire, il revêt aussitôt le ton du malheur. Le nouveau est apparenté à la mort, ce qui prend chez Baudelaire des allures de satanisme, et l'identification qui se réfléchit elle-même négativement, avec la négativité réelle de la situation sociale. Le mal du siècle passe à l'ennemi, le siècle. Il y a un peu de cela mêlé comme un ferment dans tout art moderne, car immédiate opposition qui ne s'en remet pas soi-même à ce qui est combattu serait réactionnaire dans l'art. C'est pourquoi, chez Baudelaire, l'image de la nature tombe sous le coup d'un interdit rigoureux. Lorsque le modernisme, jusqu'aujourd'hui, nie cela, il capitule. Toutes les campagnes contre la décadence, les
vitupérations qui obstinément accompagnent le modernisme partent de là. La nouveauté est, du point de vue esthétique, un devenu. Elle est la marque des biens de consommation appropriés par l'art, grâce à laquelle il se distingue de l'offre immuable et malléable aux besoins d'exploitation du capital, favorise ce qui est éclipsé, s'il n'est pas diffusé ou, selon l'expression courante, n'offre rien de nouveau. Le nouveau est le signe esthétique de la reproduction élargie avec ce qu'elle promet en plus d'abondance illimitée. La poésie baudelairienne a, la première codifiée, ce fait qu'au sein de la société de consommation totalement développée, l'art impuissant ne peut qu'ignorer cette tendance. Ce n'est qu'en réduisant son imagerie à son autonomie qu'il parvient à surmonter le marché de l'hétéronomie. L'art est moderne grâce à la mimésis de ce qui est durci et aliéné. C'est ainsi et non par la négation de son mutisme qu'il devient éloquent. C'est pour ça qu'il ne tolère plus aucune innocence. Baudelaire ne réagit pas violemment contre la réification, il ne l'imite pas non plus. Il proteste contre elle dans l'expérience de ses archétypes, et le médium de cette expérience est la forme poétique. Il se situe aussi souverainement au-delà de toute sentimentalité post-romantique. Son œuvre possède son moment en ce qu'elle syncope l'objectivité prédominante du caractère de marchandise, qui absorbe tous les résidus humains avec l'objectivité de l'œuvre en soi antérieure au sujet suivant. L'œuvre d'art absolue se confond avec la marchandise absolue. Le reliquat d'abstraction dans le concept de modernisme est un tribut qui paie à celui-ci. Si au sein du capitalisme de monopole on continue de jouir de la valeur d'échange des choses et non plus de leur valeur d'usage, alors l'abstraction devient pour l'œuvre d'art moderne l'indétermination irritante de ce et pourquoi elle doit être le chiffre de ce qu'elle est. Cette abstraction n'a rien de commun avec le caractère formel des anciennes normes esthétiques, avec par exemple les normes esthétiques kantiennes. Elle est plutôt provocatrice, défie à l'illusion selon laquelle ce sera encore la vie et en même temps le moyen d'accéder à cette distanciation esthétique que ne réalise plus l'imagination traditionnelle. Dès l'origine, l'abstraction esthétique, encore rudimentaire chez Baudelaire et allégorique comme réaction au monde, devenu abstrait, fut plutôt une interdiction d'image. Cela vaut pour ce que les provinciaux espèrent finalement sauver sous le nom de message, c'est-à-dire d'apparition comme sensible. Après la catastrophe du sens, l'apparition devient abstraite. Cette raideur est extrêmement déterminée depuis Baudelaire jusqu'à l'art avant-gardiste actuel. Elle ne s'est pas plus modifiée que la couche fondamentale de la société. Le modernisme est abstrait en vertu de sa relation avec l'avoir été. Contrairement à la magie, il est incapable de dire ce qui n'existe pas encore et s'efforce cependant de le vouloir contre l'avilissement du toujours semblable. C'est pourquoi les cryptogrammes baudelairiens du modernisme placent le nouveau sur le même plan que l'inconnu, que la fin cachée comme il l'assimile, par son incommensurabilité, à l'immuable, au malheur, au goût du néant. Les arguments contre la cupiditas rerum novarum esthétique qui peuvent se réclamer de l'absence de contenu de cette catégorie sont profondément pharisiens. Le nouveau n'est pas une catégorie subjective, mais est conditionné par la chose même, qui ne peut autrement prendre conscience de soi et se dégager de l'hétéronomie. Le nouveau est soumis à la pression de l'ancien, qui a besoin du nouveau pour se réaliser. La praxis artistique immédiate ainsi que ses manifestations se rend suspecte dès qu'elle s'appuie spécialement sur ce fait. Dans l'ancien, qu'elle conserve également, elle nie généralement sa différence spécifique. La réflexion esthétique n'est cependant pas indifférente au croisement de l'ancien et du nouveau. L'ancien ne peut se réfugier qu'à la pointe du nouveau, dans les ruptures et non pas dans la continuité. La réflexion un peu simpliste de Schoenberg, celui qui ne cherche pas ne trouve pas, sert de slogan au nouveau, ce que ce slogan n'accomplit pas de manière immanente dans le contexte de l'œuvre d'art devient insuffisance de celle-ci. Parmi les aptitudes esthétiques, la moins importante n'est pas celle qui consiste à arrêter le processus de production de l'œuvre sur des positions régressives, préjudiciables. Grâce au nouveau, la critique, c'est-à-dire le refus, devient un moment objectif de l'art lui-même. Même les suiveurs, contre qui tous sont unanimes, ont beaucoup plus de force que ceux qui hardiment prétendent à la stabilité. Si le nouveau se fétichise suivant son modèle sur le caractère fétichiste de la marchandise, il faut le critiquer, la chose même, non pas de l'extérieur et seulement parce qu'elle devient fétiche. La plupart du temps, on se heurte alors à la discrépance entre les moyens nouveaux et des fins anciennes. Si une possibilité d'innovation
s'est épuisé, si l'on continue de les rechercher mécaniquement, suivant la ligne de répétition, la tendance directrice de l'innovation doit être modifiée et située dans une autre dimension. La nouveauté abstraite est susceptible de stagner et de se changer en quelque chose de toujours semblable. La fétichisation exprime le paradoxe de tout art qui n'est plus pour lui-même évident. Le paradoxe qui veut qu'un réalisé doive l'être pour soi-même. Ce caractère paradoxal constitue précisément tout le nerf vital de l'art moderne. Le nouveau est par nécessité quelque chose de voulu, mais en tant qu'autre, il serait le non voulu. La velléité le lie à l'immuable, d'où le fait que le modernisme communique avec le mythe. Il implique la non-identité, mais cependant devient identique grâce à l'intention. L'art moderne cultive le tour de force du baron de Crac, une identification du non-identique.